Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Dogecoin, on fera une update d'un point de vue technique sur cette charte qui est assez intéressante dans le sens où, comparé à la plupart des altcoins qui enchaînent les creux et les sommets de plus en plus bas, par exemple des Algo, des EGLD, des Polkadot, et ben on a Dogecoin qui maintient ici un niveau de support assez... on est sur un support mensuel ici, on est sur un point qui est très important, qui est en train de tenir pour le moment. On est dans une phase de compression, on voit que la volatilité est de plus en plus faible, d'accord. Et voilà, on est dans cette phase de compression. Qu'est-ce que c'est une phase de compression? C'est lorsqu'on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus haut, ou au moins des creux dans le même niveau, d'accord. On voit qu'on a cette phase de compression. On est revenu chercher ici un niveau de support assez important, c'est notre structure de W, donc un W de continuation dans une tendance haussière, d'accord, qui est notre dernier niveau où on a consolidé, et ce niveau doit absolument tenir, parce que si on commence à s'y affranchir, d'accord, si on commence à aller chercher sous ce niveau-là, donc soit ici en clôture de bougie ou en mèche, et ben le prochain niveau à surveiller il est ici. Donc on peut rapidement chuter. Déjà, ici, entre ce mouvement-là, il y a quand même moins 30%, moins 25, moins 30%, ce qui est bon, une chute assez classique pour les altcoins si on a un BTC qui décide de chuter. Par contre, de ce niveau-là à ce niveau-là, on est quand même sur un moins 75%. Donc là, ça serait clairement différent. Donc c'est pour ça que on a des acheteurs qui défendent cette zone de prix, parce qu'ils savent très bien qu'ensuite, le prochain niveau, si on pousse, et ben globalement, il y a de grandes chances qu'il soit sur ce niveau de prix. Donc une compression, hein, comme je l'ai dit, c'est tout simplement des zones où les acheteurs estiment, c'est tout simplement l'offre et la demande. Les acheteurs ici se disent, ok, là c'est intéressant d'acheter, c'est un prix qui m'intéresse, hein, vous voyez ça comme vous, si vous voulez faire des courses, par exemple si vous voulez acheter une voiture, d'accord, une voiture est proposée à un certain prix, lorsqu'elle est par exemple à 100 000 euros, vous dites, ok, non, cette voiture ne m'intéresse pas, le prix est trop élevé. Par contre, quand elle arrive à 70 000 euros, hop, vous dites, ok, là c'est intéressant, j'achète, mais vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, et il y a du monde qui s'intéresse à 70 000 euros. Par contre, ceux qui décident de la vendre, lorsqu'on va par exemple chercher les 120 000 euros, d'accord, et ben vous dites, ok, là c'est une bonne zone de vente. Et on a cette compression, d'accord, où ici on a tout simplement une zone où ça se resserre, d'accord, les creux, comme je l'ai dit, sont de plus en plus hauts, et surtout on a des vendeurs qui estiment que c'est plus intéressant de vendre ici, et là c'est très intéressant, et là c'est encore plus intéressant, et au bout d'un moment on arrive à un stade où, eh ben, l'offre et la demande se rencontrent, on est au même niveau, et là ça va être une zone où on peut pas anticiper à l'avance, est-ce que les acheteurs vont être beaucoup plus puissants, ou est-ce que les vendeurs vont être beaucoup plus puissants, on peut pas l'anticiper, mais en tout cas on aura un combat, et c'est pour ça qu'on a des fois un short squeeze ou un long squeeze, parce que tous les vendeurs qui se disaient, ok, là, je vais défendre, je vais tout donner ici, et les acheteurs qui se disent, ok, je vais tout donner ici, il va bien sûr y avoir un gagnant et un perdant, et en général, le perdant clôture ses positions qui sont perdantes. Donc c'est-à-dire que si les vendeurs gagnent, d'accord, et qu'on fait ça, et ben tous ceux qui s'étaient dit, ok, ici c'est une bonne opportunité d'acheter, ici également, ici et ici, et ben ils vont se dire, ok, j'ai eu tort, j'accepte que j'ai eu tort, je sors de ma position, et le clôture d'un achat, c'est tout simplement une vente. Et c'est pour ça qu'on peut avoir ici un long squeeze. Et à l'inverse, si par contre on a des acheteurs qui poussent, ok, et qui gagnent contre les vendeurs, et ben c'est pareil. Les vendeurs vont se retrouver la tête sous l'eau, et on peut avoir une cascade de liquidation à venir chercher des stops assez rapidement. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout simplement le classique d'une compression. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien, tu nous expliques le fonctionnement, c'est parfait, hein, t'as une meilleure vision grâce à ça sur l'offre et la demande et comment ça se comporte, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on trade ce genre de choses? Comme je l'ai dit, on ne peut pas l'anticiper, d'accord? C'est impossible de le savoir à l'avance. Techniquement, quand on est, alors là, on peut voir qu'on est dans un range, quand on est dans un range précédé par une tendance baissière, ce range-là a plus de chances de casser à la baisse. Voilà, c'est comme ça, c'est des stats. Maintenant, il y a une différence entre déjà du trading et de l'investissement, et moi je suis pas c'est dans ma façon de faire, je ne peux pas, même avec cette stat que je vous ai dit, hein, qu'on a plus de chances de casser à la baisse, je ne peux pas me permettre de short lorsqu'on a fait un moins 91%. Alors rien ne n'empêche, parce qu'on a fait un moins 90%, qu'on ne peut pas faire à nouveau un moins 90%. Mais techniquement, quand on est comme ça, sur des gros retracements, sur un gros niveau de support, d'accord, c'est compliqué de short. Voilà, pour moi c'est compliqué de short. C'est différent que si on était sur par exemple du 1 heure, où on a on a ici une tendance baissière, ok, on a ici un range, d'accord, techniquement voilà, on a plus de chances de le casser à la baisse. C'est pas pareil parce qu'on n'a pas les mêmes retracements que sur de l'investissement où là on a un moins 90%. Vous voyez, donc déjà, moi ce que je veux faire comprendre, c'est même avec cette compression et ce range là, short ici, c'est pas la bonne opportunité selon moi, et même en général, shorter le marché crypto ou même la finance traditionnelle,
sur du weekly monthly, pour moi, c'est pas possible. Faire de shorter le marché sur du scalping, sur de l'intraday, sur du swing, voilà, sur du 4 heures daily, pourquoi pas. Commencer à le short sur du weekly monthly, et du coup, automatiquement, vous avez des targets beaucoup plus élevés, que ça soit vos stop loss et votre take profit. On est d'accord que là, si vous cherchez à short en 4 heures, votre TP, il ne va pas être au même endroit que si vous cherchez à short en monthly. Et moi, je trouve que c'est compliqué, voire un peu stupide, de shorter sur les très très gros time frames, donc weekly, monthly, comme je dis, la crypto et la finance traditionnelle. Pourquoi? Parce que l'économie, le marché en général est haussier sur le long terme. Voilà, le marché des crypto-monnaies, BTC et le total 3 en général est haussier, d'accord, on le voit bien. Les ATH sont de plus en plus. Donc oui, pour shorter sur du 4 heures daily, pourquoi pas. Shorter sur du monthly ou weekly, ça me paraît compliqué parce que on se tire un peu une balle dans le pied dans le sens où l'économie, les cryptos sont bullish sur du long terme, donc déjà on part pas dans les probabilités, d'accord, on n'est pas dans le bon sens de la tendance. Que en 4 heures, voilà, en 4 heures, ça hausse, ça baisse, c'est complètement différent. Donc ça c'est la première chose qui est important à prendre en compte. Donc est-ce que je chercherais à short du Dogecoin ici? Non, pour moi c'est compliqué. Maintenant est-ce que je le chercherais à long? Ça dépend surtout de votre profil. Si vous estimez que c'est un projet intéressant, alors oui, on est sur Dogecoin, c'est pas le projet qui révolutionne l'écosystème crypto, mais il y en a qui ont ce raisonnement en mode c'est intéressant d'en avoir un peu dans son portefeuille, parce qu'il nous a tellement fait des trucs de malade, d'accord, on sait que c'est la crypto qui rassemble. C'est la crypto du marketing, on va dire. On l'a vu avec Elon Musk lorsqu'on a eu ces gros pumps. Voilà, c'est un peu la crypto où si vraiment il y a tout le monde il y a un engouement, d'accord, c'est le genre de crypto qui peut faire de très gros bénéfices. Et même si Elon Musk, lors du prochain bull market, lâche des tweets ou veut utiliser le Dogecoin pour Twitter ou bref pour d'autres utilités, voilà. Et il y en a, ils ont ce raisonnement-là, et je le cache pas que moi c'est pas mon cas, mais avoir 1 ou 2% de son wallet long terme sur du Dogecoin, pourquoi pas, d'accord? Ce raisonnement est compréhensible, parce que c'est vrai qu'on taxe souvent les shitcoins. Là-dessus, il n'y a pas de souci, sauf que là, on est sur un shitcoin qui fait ATH sur ATH, parce que bon, là, j'ai pas la charte, mais Dogecoin existe depuis très très longtemps. Hop. Tac. Voilà, on est depuis 2014, donc voilà, c'est une crypto qui fait ATH sur ATH, et c'est ça que je voulais vous dire, sur le long terme, on voit qu'on est bullish. Donc c'est pour ça, shorter en weekly, monthly, ça me paraît compliqué. Donc je comprends ceux qui ont cet raisonnement, même si c'est un projet, comme je dis, qui n'apporte absolument rien. Avoir ce raisonnement de oui, du jour au lendemain, s'il y a un engouement, si on vit la même chose qu'en 2021, ok, je suis totalement, là-dessus, je comprends totalement. Donc les deux manières de rentrer en position, soit vous estimez que c'est un gros niveau de support, weekly, monthly, et vous dites ok, il va tenir, donc faut avoir des convictions, et en général moi ces convictions-là, je l'ai avec l'analyse fondamentale et l'analyse de la token mix d'un projet, où je me dis ok, je n'attends pas spécialement une structure ou une confirmation de bottom, je me place de manière beaucoup plus agressive, beaucoup plus bas, mais j'ai des convictions sur le fondamental, sur le projet en question, où je sais qu'il va y avoir des acheteurs, des investisseurs qui sont censés défendre ce niveau-là, ok, parce que si vous êtes sur vraiment un projet qui est nul à chier, voilà, une token mix de merde, une supply infinie avec énormément d'émissions de tokens, même si on est sur un gros support, il aura plus de probabilité de casser ce support-là qu'un projet qui a vraiment une vraie communauté, des développeurs qui croient au jour le jour, enfin qui s'améliorent chaque jour, et voilà, qui apportent énormément à l'écosystème crypto. Techniquement, on aura plus de chances que les investisseurs défendent ce support-là. Donc ici, si c'est votre cas, oui, on est sur une très bonne zone qui est intéressante, d'accord, tout en prenant compte, comme je l'ai dit, que vous pouvez avoir un drawdown assez conséquent si on va à la baisse. Maintenant, ceux qui se disent, ok, moi Dogecoin, c'est un projet, pourquoi pas, d'accord, c'est une crypto, ok, pourquoi pas, mais vu que j'ai pas une grosse conviction là-dessus, je préfère avoir plus de probabilité dans mon sens, et dans ce cas-là, je vais chercher à jouer dans le sens de la tendance, au moins attendre une structure de bottom qu'elle soit posée tout simplement. Et là, l'idéal, bon, on avait déjà fait une petite structure ici en W, ok, enfin une bonne structure en W quand même, avec la confirmation ici de notre cassure. Malheureusement, ce niveau a été réintégré. Ça, je le dis assez souvent, quand on a comme ça un range, hein, hop, qu'on a cassé à la hausse, on a réintégré. Souvent, quand on casse ce niveau-là, c'est pour venir prendre la liquidité du précédent creux, le tout premier creux ici, et on est venu parfaitement. On voit qu'on a eu une bonne réaction. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'ici, on a potentiellement la formation d'une nouvelle structure en W. Et si on a une clôture nette au-dessus des 8,5 centimes de dollars là, donc les 0,083, si on a une clôture nette au-dessus de ce niveau-là, on validerait une structure de bottom, creux sommet, creux plus haut, sommet plus haut que le précédent, et ça nous indiquera tout simplement que voilà, les acheteurs ont remporté la bataille, d'accord, parce que un W c'est une zone où la demande est supérieure à l'offre.
Et du coup, le fait qu'on a la validation de ce W, ça met des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, tout simplement, et je vous rappelle, des vendeurs qui gardent leur position et qui décident de la clôturer. Quand vous êtes vendeur, vous êtes automatiquement ensuite un acheteur. Et quand vous êtes acheteur, vous êtes automatiquement un vendeur. Et ça peut provoquer une continuation à la hausse. Donc vous voyez deux types de profils différents. Soit vous avez la conviction dans le projet, dans la crypto, et vous dites, ok, je prends un risque beaucoup plus important parce que je me passe beaucoup plus tôt. Automatiquement, j'aurai un rendement plus intéressant, mais vous prenez plus de risques. Alors que la personne qui va se décider de se placer 40% au-dessus, elle attendra une structure en W, ça lui assure pas à 100% que ça y est, c'est la confirmation ultime et elle a 100% de réussite dans ce qu'elle va faire, mais elle aura plus de probabilité que la première personne qui se place comme ça sur un gros niveau de support sans structure. D'un point de vue moyenne mobile, on était bien repassé au-dessus de nos tunnels daily et globalement on voit qu'on est dans un range parce que les moyennes mobiles sont clairement plates. Voilà, on le voit, toutes les moyennes mobiles sont plates. On va check un peu le court terme ce que ça donne. Ouais, on avait une bonne tendance haussière ici, et quand on s'est affranchi du tunnel 4 heures et que le 1 heure accroche, voilà, on est clairement parti en tendance baissière. Et on essaye, de toute façon ça c'est notre structure en W qu'on essaye de poser. Ici on serait dans le second creux de notre W. Moi ce que j'aime bien, de manière plus agressive également, soit vous attendez, comme j'ai dit, la structure pour avoir une confirmation de bottom, mais ce que j'aime bien c'est avoir notre première impulsion, notre second retracement, donc comme on se trouve ici, d'accord, on a notre première impulsion, notre second retracement, d'accord, et à être plus agressif, réduire l'unité de temps, passer en daily, et en daily ici, essayer de choper une petite structure pour avoir plus de chances d'avoir le breakout de cette ligne de coup et de transformer ça en un W weekly pour avoir un rendement plus intéressant, mais automatiquement également un risque plus important. Donc hop, je me remets en daily. Et pour ça serait bien si on commence à valider ici une clôture au-dessus de ce niveau-là. On repasse le tunnel 4 heures, d'accord, on flippe cette zone de résistance en support. Ici, il peut y avoir une zone d'opportunité. Comme je le dis, ce niveau-là, c'est tout simplement notre second creux de ce potentiel W weekly qui peut être une entrée intéressante. Voilà. Donc c'est le niveau que je surveillerai, mais également pour le moment on n'a pas. Ouais, on est sur résistance à l'heure actuelle. Donc difficile de se positionner selon moi, parce que voilà, on a eu notre break. On a le 15 minutes qui recrosse le tunnel 1 heure, les moyennes mobiles, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, et actuellement on est sur un niveau de résistance. Là on est sur un petit range, ok, on voit qu'on est sur un niveau, je peux mettre des points pivots weekly, monthly, ouais je les ai déjà mis, bon il y a rien à dire, on évolue autour, on a une confluence, ouais, tunnel 1 heure, point pivot weekly qu'on a cassé, on fait office de support, bon, c'est une zone, personnellement je serais observateur au vu de ce qui se dessine, ouais, je serais observateur au vu de ce qui se dessine. Après, attendez, on a quand même une belle divergence baissière ici, qui s'est mis en place, qui n'est pas encore validée, mais qui sera validée quand on ira chercher sous ce niveau-là. Ouais. Et le fait qu'on ait une divergence baissière, comme je l'ai dit, comme je vais le dire, c'est un affaiblissement des acheteurs. Et c'est vrai qu'on a pas mal de liquidités ici à venir chercher. Tout ça, c'est des creux où les longues mettent leur stop loss. Et si on a une confirmation de notre divergence baissière et qu'on vient faire un pullback ici, donc là on valide une structure en M, c'est vrai qu'il peut y avoir un setup de short qui s'enclenche ici. Je l'avais pas vu directement, mais on structure ici un M-top en 1 heure, ouais en 4 heures il est pas très joli, en 4 heures il est pas du tout joli, bon, en 2 heures on le voit mieux, hop, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, et voilà, en général les pullbacks sur les lignes de coup sont des bonnes opportunités, donc là globalement on a cette zone là. Et voilà, on a fait le pullback ici en direct, donc à voir si on a une réintégration ou pas, mais techniquement, c'est une zone qui peut être intéressant à short. Ouais, et surtout on a recassé notre point pivot weekly, et on est dans le tunnel 15 minutes. Donc c'est une bonne zone pour privilégier des shorts. Déjà, je ne chercherai pas à long, parce que classique, ça vraiment, vous voulez pas vous prendre la tête, ça vous évite de faire beaucoup d'erreurs. Un support, vous ne le shortez pas, et une résistance, vous ne cherchez pas le long. Voilà. Ça veut pas dire de l'autre côté vous faites l'inverse, parce qu'il y a des supports qui sont très intéressants, mais on va pas chercher à aller long parce qu'on n'a pas de confirmation, et inversement. Mais voilà, ça, on est sur résistance, on ne longue pas, c'est pas possible. Soit on attend une cassure, et on transforme cette résistance en support, là-dessus pourquoi pas, mais là actuellement c'est une résistance. Mais voilà, comme j'ai dit, ici on peut avoir un setup clairement qui peut être intéressant suite à cet affaiblissement. Alors en général je préfère valider la divergence, maintenant ça m'arrive de me positionner de manière beaucoup plus agressive, en attendant, sans attendre la confirmation de la divergence, surtout sur du court terme. Sur du daily, weekly, j'attends que ma divergence soit validée, soit bien confirmée, mais sur du court terme, ça peut m'arriver de me positionner de manière beaucoup plus agressive. Ça va dépendre du setup en question. Et voilà, ce genre de structure en M comme ça, c'est hop,
l'entrée soit au niveau de la ligne de coup, d'ailleurs on avait une bonne confluence point pivot weekly avec notre ligne de coup. Il y en a qui, s'ils veulent être plus agressifs, ils se positionnent dans la zone d'imbalance qui est ici. Bon, malheureusement on fait pas un pullback, mais on voit qu'on a une petite zone d'imbalance ici à venir combler, qu'on a comblé partiellement mais pas totalement. Enfin, pour moi elle est comblée, hein, c'est-à-dire je l'utiliserai plus, mais si on le met tout en haut, on se fait fil. Si vous voulez avoir plus de chance, vous vous mettez à 50%, donc c'est-à-dire vous avez votre zone d'imbalance qui est ici. Hop. Alors là, quand on a la clôture, on est comme ça, et ben vous cherchez une entrée à 50% de la zone d'imbalance. Et si on a une entrée au niveau de la clôture, stop loss au-dessus du précédent sommet, d'accord, parce que si on passe au-dessus de ce niveau-là, on invalide notre scénario. Le but c'est de se positionner sur une structure de top dans notre zone de résistance et ensuite targeter 2 points. Alors ce qui est important, c'est est-ce que le risk reward est intéressant, d'accord. Admettons, pour avoir mon 2 pour 1, j'étais obligé de mettre un TP tout en bas comme ça, avec la cassure d'un nouveau creux, je ne chercherai pas à rentrer en position. Maintenant ici, quand je regarde le 2 pour 1, on vient chercher ces zones de liquidité, on revient chercher ce creux ici. Ouais, c'est une bonne zone pour chercher à prendre des profits. Donc là, en direct, oui, il pourrait y avoir un setup qui s'enclenche. Comme j'ai dit, on revoit rapidement comment est notre dynamique principale. On joue toujours dans le sens de la tendance. La dynamique est baissière, on le voit, structure de top, on retrace un range, on casse le range à la baisse ici. Hop, plus visible, tac. On casse notre range à la baisse. On revient faire un pullback sur le haut de range, donc ce support, on le flippe en résistance, et surtout on a une bonne confluence avec notre tunnel 1 heure, donc voilà, déjà on privilégie les shorts, on ne cherche pas à long, on ne fait pas de la contre-tendance. Et ensuite, quand on a retracé dans cette zone, est-ce que sur l'unité de temps inférieure, on a un affaiblissement? Oui, ok, on a un affaiblissement des vendeurs. Alors la divergence, comme je l'ai dit, n'est pas validée, mais dans certains cas, on peut être plus agressif, d'accord? Donc vous pouvez ajuster également votre risque en fonction de ça, c'est-à-dire quand vous êtes plus agressif, ben vous allez risquer moins, d'accord? En fonction de si vous avez un setup high probability, d'accord? Donc il y a plus de probabilité de passer que les autres, vous pouvez augmenter votre risque automatiquement. Et ensuite, on attend la confirmation de structure, donc soit en 1 heure, soit en 15 minutes, ça dépend de l'unité de temps que vous voulez rentrer. Et voilà, ensuite, quand on a une cassure comme ça, on se positionne sur le pullback de la ligne de coup, stop loss et TP. Voilà, je sais pas si ce trade passera, en aucun cas c'est un conseil en investissement. Dans tous les cas, dites-vous, vous ne pouvez pas juger un trade sur le résultat d'un trade sur un seul trade, d'accord? C'est vraiment sur un gros échantillon, 50, 100, 200 trades, que là vous pouvez vous dire, ok, ça c'est un setup qui marche, ou ça c'est un setup qui marche pas. Mais n'importe quel setup sur un trade 10, même 20 trades peut vous donner des résultats parce qu'il y a toujours le facteur chance. Par contre, plus l'échantillon est élevé, plus ce facteur chance, on le diminue à un maximum. Voilà, c'était une vidéo complète sur Dogecoin. J'ai dit ce que je voulais dire, partie investissement et partie trading. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.